Mon père travaillait déjà à l'usine Puzna avant ma naissance. Et je pourrais préciser ma naissance dans une cité toute nouvelle bâtie par M. Puzna. Ce qui m'a fait dire pendant d'ailleurs nombreuses années, je suis né et je me suis élevé à l'ombre des cheminées Puzna. En 1874, au concours de Mâcon, le petit forgeron expose un appareil de culture qu'il a mis au point, la herse en Z. Il se voit décerner le premier prix. Le petit forgeron dépose son brevet, la forge devient un atelier de fabrication, et 10 ans plus tard, la petite entreprise emploie 60 ouvriers. En 1878, Émile Puzna obtient un stand à l'exposition universelle et rafle le premier prix pour sa herse en Z. En 4 ans, le petit forgeron passe de la réussite locale à la consécration parisienne. La petite ville, le gros village, comme on veut, n'est plus un canton arriéré. C'est devenu le fleuron de l'industrie. Disons que l'usine Puzna, dans mon enfance, c'était toute la vie du pays. Et puis, il y avait pratiquement peu d'autres choses, à part la station thermale de Bourbon-Lancy. C'était toute la vie économique du pays. En 1882, le petit forgeron met au point un appareil de fenaison qui se vend à plus de 400 000 exemplaires et qui emporte le nom du petit forgeron au-delà des frontières et des mers. L'expansion des entreprises Puzna suit une courbe ascendante que rien ne semble devoir arrêter. On change de siècle. L'atelier devient trop petit. Pour aller plus loin, beaucoup plus loin, des usines sortent de terre, de cette terre vouée à la culture et à l'élevage. L'industrie montre son visage, son vrai visage de briques rouges et d'acier. L'industrie modifie le paysage de la petite ville, du gros village, comme on veut, et bouleverse son destin. À l'approche des bâtiments, le regard est attiré par une immense tache blanche, ressemblant à un champ coloré en clair. C'est le parc des râteaux à cheval, que l'usine Émile Puzna et Fils possède toujours en magasin. Systématiquement alignés, les râteaux, en fils serrés et interminables, couvrent un rectangle de plus de 3 hectares. L'aspect, avec ses ondulations, donne l'impression d'un coin de Beauce, sur le sol duquel auraient poussé des râteaux. Une mer de fer coloré. Voilà ce qu'on peut lire, en 1910, à propos de cette entreprise qui emploie maintenant 250 ouvriers et employés, tous recrutés dans la région. La petite ville et l'usine et le gros village, vivent au même rythme, travaillent à la même cadence, s'endorment sous les mêmes étoiles, bercés par les mêmes rêves. Le 23 juin 1852, bien avant l'ouverture des portes, le public se presse devant le palais de justice de Chalon-sur-Saône. C'est un procès hors norme qui s'ouvre. On va juger, dit-on, un cas sans précédent de terrorisme politique. 8 incendies, commis dans un village en moins d'1 an, par une bande de conseillers municipaux dirigée par un instituteur révoqué, élu maire.
Messieurs les jurés, Vaux est imbu de ces funestes doctrines qui ont récemment fait courir à la société les plus terribles dangers. Parmi les instituteurs dont les excès démagogiques ont provoqué des mesures sévères de la part de l'administration, il était l'un des plus violents et des plus exaltés. N'avons-nous pas vu récemment, dans un des départements du nord de la France, condamné pour crime d'incendie, un de ces instituteurs que les orgies de la Révolution avaient enivré jusqu'au délit, enivré jusqu'au crime? Vaux a le premier jeté dans la population ces grands mots de pauvres et de riches qui ont été, vous le savez, le brandon de la discorde et de l'incendie. Il a allumé les querelles. Il a entretenu les défiances et il a attisé les haines. C'est lui qui, dans la question du partage des communaux, s'est montré le plus exalté. Il a dit publiquement aux habitants de Longe-Pierre qu'il ne quitterait la commune que lorsque tous les biens communaux seraient partagés. Et ensuite, il a redoublé de violence et de démagogie. Poussé par la haine qu'il nourrit contre les notables de Longe-Pierre qui ont contribué à sa révocation, il se laisse emporter par les plus coupables résolutions. Il rêve la ruine et la désolation de la commune. Il s'entoure des hommes les plus dangereux, les plus compromis, les plus malfamés du pays. Et il leur fait partager son audace. Et il leur fait partager ses criminels desseins. Il est l'âme de cette société qui se propose pour fin dernière la ruine totale d'une commune. C'est chez lui que se tient la première réunion de ces hommes qui discuteront comment ils allumeront les incendies. Et la déposition de Ballot vient confirmer tous les faits. Pour cela, vous serez impitoyable. Vous vous direz que, quelle que soit la rigueur du châtiment, elle ne saurait égaler l'horreur et l'atrocité des faits. Le procureur réclame un châtiment exemplaire, distingue les hommes égarés qui échapperont à la peine de mort des grands coupables, parmi lesquels l'instigateur, la pensée du crime, le rouge, le révoqué, l'instituteur Pierre Vaux. Sur mon honneur et sur ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la réponse du jury est Vaux reconnu coupable. L'instituteur est reconnu coupable. Le jury admet cependant les circonstances atténuantes. Ce seront donc les travaux forcés à perpétuité. L'instituteur est envoyé au cachot, privé de visite. La Cour de cassation confirme le verdict.
L'unique fin des tribunaux à cette époque est d'éliminer tous les ennemis de la société. Ces terroristes en acte ou en pensée, qui depuis trop longtemps nuisent à la paix civile et à la prospérité. Et d'abord, je savais que les Boches partaient, parce que je les avais rencontrés le long de la route en bataillon. J'avais essuyé juste 2 coups de mitraillette, mais à distance, c'était mal ajusté. Oui. De par son comportement, le chanoine, il est devenu populaire. Il s'est déjà attribué une part de la libération de Dijon. Il s'attribue la résistance. Enfin, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, quoi. Et puis, évidemment, il sortait. Il allait prendre le tram, il allait sur le marché, il faisait la circulation. Il s'adressait un peu à tout le monde. Il n'était pas fier pour ça. Le chanoine Kirr, il était en effet populaire dans les 2 sens du terme, parce qu'il était très proche du peuple par son langage, par ses habitudes, par son comportement. Et d'autre part, c'est aussi un peu un catholique social. Il avait le souci de défendre les catégories défavorisées, les petits retraités, les économiquement faibles, comme on disait à l'époque. Et donc, il avait une certaine prestance auprès des milieux populaires. Il savait s'adresser à eux, il savait leur parler. Il était très à l'aise dans un milieu populaire et en même temps, il s'efforçait de donner une coloration sociale à sa politique municipale, ce qui fait qu'il a eu des voix, je crois, venant de milieux qui votaient normalement à gauche. Et puis alors, il faut dire qu'il avait un sens de la publicité tout à fait extraordinaire. Il savait se mettre en valeur, il savait s'il y avait une partie un match de football, il était là. S'il y avait des embarras de circulation dans un carrefour de Dijon, et il venait essayer de régler lui-même la circulation. Et tout cela, ça plaisait, je crois, à beaucoup de gens. Ça lui donnait une figure sympathique, ça lui donnait beaucoup de proximité par rapport à l'électorat populaire. Quand il y avait un agent à la circulation, alors il prenait le bâton de l'agent de circulation et puis lui disait allez boire un coup, moi je m'en occupe. Alors il y avait une pagaille, quand l'agent revenait, il y avait des voitures et d'un côté et de l'autre, et le chanoine au milieu, très, très content de lui. Et puis les gens aussi, ça les amusait. Ça, c'est du chanoine, ça. Il y a quelque chose de typique, c'est que les réunions du conseil municipal, puisqu'il a été élu maire aussitôt après la Libération, pour nous, journalistes, on serait presque battus pour aller aux réunions du conseil municipal, parce qu'on savait qu'à cette occasion-là, on ramènerait des échos et des choses drôles. Bon, donc, je cite une anecdote. Un jour, il se fait interpeller pendant le conseil municipal par un de ses collègues qui était de petite taille et qui se lève et qui dit « Monsieur le maire, je voudrais attirer votre attention sur le fait que vous faites erreur sur telle et telle chose. » Alors, le chanoine aussitôt lui dit « Mais monsieur, quand on s'adresse au maire, on se lève. » Mais il dit « Mais je suis debout, monsieur le maire. » Les Dijonnais aiment la paix. Il est favorisé. Il y a tout ce qu'on veut. On mange ce qu'on veut, on boit ce qu'on veut. C'est déjà énorme, vous savez, dans la vie des individus. Et puis, comme c'est un pays riche, ça va pas trop mal.
mes amis, je voudrais un peu vous causer de Gaulle, parce que c'est toujours intéressant. Oh, oui. Eh ben, c'est quand même en 46, tu te rends compte? C'est quand même en 46 que je suis allé à Colombey-les-Deux-Églises, là. Parce que je l'ai invité gentiment à présider les cérémonies du 11 novembre. Alors je suis arrivé à Colombey-les-Deux-Églises, là-bas, dans le château de la Boisserie, là. Et à l'entrée, il y a un genre de secrétaire, enfin, un Jean Foutre, tout simplement, qui s'approche de moi et qui me dit « Mais finalement, il y a un malentendu, le général peut pas vous recevoir. » On va dis donc. Et j'ai fait tout le voyage et tout. Alors là, je leur dis « Oh, mais c'est que j'insiste, moi, puis vous... Hein, quand j'insiste, j'insiste. » Alors l'escogriffe disparaît dans le bureau. Et j'entends, parce que la porte est restée entr'ouverte, le général qui se met à gueuler. « Wow! Mais je vous dis de me foutre la paix! J'ai pas de temps à perdre avec ce pitre enjuponné! » On va dis donc. Eh, c'est pas des choses qu'on dit, ça, vous vous rendez compte? Oh, ben non. Ce pitre enjuponné, non mais moi, un pitre enjuponné, jamais j'ai été traité de cette façon. Hein. Oh, bah, jamais, oui. hein. Ah non mais jamais. Parce que, pour la résistance, hein, je crains personne, moi. Non, il fait des photographies, Oh, bah, je me demandais ce qu'il foutait Non, derrière non, mes oreilles. non, il a pas, non, il fait des photographies pour Paris Presse. Ok. Pour Paris. Et, parce que pendant la résistance, moi j'en connais un peu, hein. Et puis j'ai résisté plus que certains qui ont fait semblant. Ah oui. Alors là, tout le monde le sait, hein. J'ai été condamné à mort par les Boches. On va dis donc. Oui, ça a failli me coûter la vie. La milice m'a tiré dessus à la mitraillette. Oh, Alors mais j'ai pas de leçon à apprendre de ce De Gaulle, là, sûrement pas, qui a évidemment eu toute l'unanimité de la France derrière lui, simplement après la libération. Et maintenant, il y en a quand même beaucoup qui sont très déçus, très déçus. Alors, ce que je veux vous dire, bon bah oui, ça, il y en a quand même beaucoup qui sont très déçus. Alors, ce que je veux vous dire quand même, c'est que dimanche, hein, il faut surtout pas donner votre vote à ce pitre uniformisé, là. Ah non, parce que ça nous mènera droit à la dictature militaire. On va dis donc. Oui. Oh, bah dites donc, elles sont contentes, les bêtes, hein? Ah oui, elles s'intéressent à la politique. Oh, bah oui. On voit bien qu'elles s'intéressent à la politique. Hein? Tu leur as donné à bouffer. Allez, non, mais on voit bien Tu leur as donné à qu'elles bouffer. allez, s'intéressent à la Maintenant, il politique. est content, laisse-le regarder. Ah oui, qu'il faut pas donner ses voix à De Gaulle. Oh, Oui. Elles vont répondre, oui. Voilà, quand elles bougent les oreilles, c'est qu'elles sont contentes. Elles sont contentes, mais oui. Et c'est vrai que le fait de passer de façon successive à des actionnaires banquiers, Paribas, le Crédit Lyonnais, les fonds d'investissement américains, inévitablement, ça mettait un frein sur le développement stratégique de l'entreprise. Donc le personnel, l'encadrement, le personnel du bas de l'échelle jusqu'à le comité de direction était trop souvent chamboulé pour faire en sorte que, même s'il y avait des idées intéressantes, on ne développe pas forcément une stratégie sur 18 mois. Hein. Et donc, pelote de laine, on tire, on découvre pour remettre de l'autre côté, et qui fait que 5 ans après, rien ne se passait. Il faut savoir une chose, c'est que Gerbe, jusque le milieu des années 80, était leader au niveau national, peut-être européen. Donc jusqu'à la fin des années 70, on était sur une production où les ventes étaient supérieures pratiquement à notre capacité de production. Donc la seule interrogation au niveau industriel, c'était de bien livrer, quel que soit le temps, puisque tout partait. Voilà. Et ensuite, au début des années 80, il y a eu un équilibre entre la production et les ventes. Hein. Et là, il fallait rester vigilant, parce qu'une clientèle qui était fidèle dans les années 70, si elle n'avait pas ce collant,
3 mois après, elle revenait chez la détaillante pour reprendre le tournant de gerbes qui était livré. Mais après, on avait une clientèle beaucoup plus volatile, et s'il n'y avait pas le produit gerbe, elle prenait le produit de la concurrence, elle ne revenait pas. Et finalement, la crise qui était inéluctable, Paul Gerbe l'aurait connue dans les années 90, mais lui, il ne l'a pas connue. Donc, on est toujours resté sur un management d'une entreprise prospère. Et c'est pour ça que tous les déboires après, même si c'était des déboires plutôt structurels que conjoncturels, néanmoins, c'est plus facile de faire le raccourci en disant Paul Gerbe, avec lui tout allait bien, et ensuite avec les banquiers, tout s'est mal passé. En 2003, Gerbe est racheté par la société Roville et placé sous la direction d'Alain Regat. Mais 10 ans plus tard, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône met l'entreprise en redressement judiciaire. Donc j'ai quitté l'entreprise en 2004, l'automne 2004, donc pratiquement 18 mois après la reprise du groupe Roville. Le ressenti, il y avait une divergence au niveau de la stratégie à mener. Bon, après, comme disait un certain ministre, vous suivez la stratégie ou vous partez, quoi. Et donc, comme je savais je me doutais qu'on pouvait perdre un peu de notre âme, même si moi je n'ai travaillé là que quelques années, je voulais pas moi je voulais être le garant, voilà, d'une certaine façon, avoir la fierté d'être encore l'un des derniers piliers, puis j'étais aussi peut-être le plus jeune qui restait de la génération des anciens qui m'ont transmis leur savoir-faire pendant des années, et je voulais encore être pas le dernier garant, je n'ai pas cette prétention-là, mais être le garant à ma sortie qu'il y avait encore un outil de production digne de ce nom. Malheureusement, après mon départ, il y a eu quelque chose voilà, que j'ai suivi de très loin, puis après on passe à autre chose. En juillet 2013, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône met donc la société Gerbe en redressement judiciaire et lui accorde un sursis de 6 mois pour redresser la barre. Mais en janvier 2015, la situation n'est pas plus brillante. Une quarantaine de salariés est mise en activité partielle de longue durée, sur les 60 employés seulement qui restent sur le site de production. L'entreprise procède à des économies drastiques et fait même une croix sur la collection 2015-2016. Son point faible, aujourd'hui, c'est lié, je dirais, à une certaine forme d'évolution de l'industrie en France, où les emplois industriels changent. Et nous, on était sur une industrie exclusivement manuelle. Et je suis très pessimiste sur d'assurer la pérennité de la fabrication, toujours sur un esprit manuel. Nous, on a déjà vécu ça aussi par amorce, puisqu'on avait mis en place, à la fin des années 90, une formation. On a eu beaucoup de mal de travailler en 3-8. C'était pas évident. Venir travailler à l'usine à la fin des années 90, les filles sortant de l'école ont considéré ça comme un échec. Préféraient aller travailler comme caissière au supermarché. C'est cet aspect-là où on peut avoir aujourd'hui une inquiétude.